Tout s'est passé si vite que j'ai failli ne pas m'en rendre compte. Léonie m'agrippa le poignet, ses doigts frêles se crispant avec une force surprenante. Ses yeux, voilés depuis des mois, devinrent soudain perçants. « Mathieu, dit-elle à voix basse, ton mariage était arrangé. Tu as été choisi, pas aimé. » Le vent secouait les volets de la vieille ferme. Et pour la première fois, je réalisais. Peut-être n'avais-je jamais vraiment connu la femme que j'avais épousée. Ce jeudi après-midi-là, j'avais conduit pendant 6 heures, le soleil bas, derrière moi, pensant simplement faire ce qu'il fallait, être un bon mari. Manon avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine avant de s'envoler pour Saint-Tropez avec son frère. « Occupe-toi de maman. De retour lundi. Monsieur. » Pas de merci, pas d'appel. Juste ça. On avait diagnostiqué à Léonie un début de démence l'automne précédent. Je lui avais rendu visite, je l'avais appelée, j'avais offert mon aide. Manon balayait toujours tout d'un revers de main. « Maman fait juste son cinéma », disait-elle. Mais quand j'entrais dans cette ferme grinçante et couverte de lierre, quelque chose clochait. Pas seulement silencieuse, vide, comme si la maison retenait son souffle. Et puis Léonie me regarda avec des yeux que je n'avais pas vus depuis des mois et prononça ces mots. Pas confuse, pas malade, juste certaine. Ceci est l'histoire de la façon dont j'ai découvert que tout ce en quoi je croyais reposait sur un mensonge. Et comment, à travers les fissures, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Mais à l'époque, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je n'étais pas censé finir avec quelqu'un comme Manon Deschamps. Elle était le genre de femme qui portait le silence comme une écharpe de soie, élégante, contrôlée, toujours juste hors de portée. Nous nous étions rencontrés il y a 5 ans, sur le parking d'une station-service, après qu'elle eut légèrement embouti l'arrière de ma vieille Peugeot avec sa Mercedes. Elle s'était excusée, confuse, charmante, avait dit qu'elle paierait les réparations, puis avait insisté pour m'offrir un café. 2 semaines plus tard, nous étions inséparables. Du moins, c'est ce que je pensais. Je n'étais personne à l'époque, juste un architecte freelance fraîchement diplômé d'une grande école d'architecture, vivant avec 2 colocataires et proposant des projets de maisons écologiques à des clients qui répondaient à peine à mes emails. Manon, quant à elle, venait d'une famille influente de Paris, charme discret, vieille fortune, sourire de cercle privilégié. Je pensais avoir gagné au loto. Mais les choses changèrent après le mariage. Nous emménageâmes dans une maison d'amis, sur le domaine de sa famille, pendant que je lançais mon entreprise. Sauf que je n'ai jamais vraiment pu la lancer. Sa famille m'offrit du travail. Rénover des granges, concevoir de nouvelles écuries, refaire le portail d'entrée. Au début, cela ressemblait à un soutien, puis à une cage. Mon nom n'apparaissait jamais sur les permis. Mes projets étaient soumis sous le nom de l'entreprise familiale. « Sois patient », disait Manon. « C'est comme ça que ça marche dans notre monde. » Mais la vérité, j'étais invisible dans ma propre vie. Et maintenant, je me tenais dans cette grande ferme pleine de courants d'air, seul, avec une femme qui m'avait à peine reconnu la dernière fois que je l'avais vue. Sauf que maintenant, elle me reconnaissait. Plus que ça, elle savait. Cette nuit-là, après avoir lâché cette phrase comme une allumette enflammée, elle redevint silencieuse, retourna à ses marmonnements sur le chien que nous n'avions pas et le courrier qui n'arrivait jamais. Je m'assis sur le bord du canapé, fixant l'écran de télévision éteint, entendant ces mots résonner dans ma tête. « Tu as été choisi, pas aimé. » Pour la première fois en 5 ans, je laissais cette pensée s'insinuer. Et si elle avait raison? Je pensais autrefois que mon plus grand rêve était de construire une maison de mes propres mains. Pas seulement la concevoir, la construire. Quelque chose de propre, de durable, avec du bois qui sentirait le pin et des fenêtres qui capteraient le lever du soleil juste comme il faut. Manon disait qu'elle aimait ce rêve. Elle le disait de cette voix douce et délibérée qui était la sienne, toujours juste assez chaleureuse pour paraître sincère. « Tu vas changer le monde un jour, Mathieu », m'avait-elle dit le soir où je lui avais montré mon concept d'éco-village, celui qui avait été publié dans un magazine régional. Elle avait encadré l'article, me l'avait offert pour Noël. C'était la première année. La 3e année, je dessinais toujours pour d'autres. J'étais toujours en train de m'établir. Et Bernard, son frère, me disait toujours de jouer sur le long terme.
Il s'occupait de tous les projets de développement de la famille. « Sois patient », disait-il en me tapotant le dos comme si j'étais un enfant lent. « Tu es dans le cercle maintenant. Reste tranquille et continue de travailler. » Je suis resté tranquille. Pendant 5 ans, jusqu'à ce jeudi, après les étranges paroles de Léonie, je montais défaire mes affaires et remarquais que l'armoire était presque vide. Ma femme n'était pas seulement partie pour un week-end. Elle avait fait ses valises comme si elle ne comptait pas revenir. Puis, je vérifiais mon application bancaire. Notre compte d'épargne joint, où j'avais déposé chaque chèque de freelance de l'année passée, était presque vide. Une seule transaction. 48 heures plus tôt, un virement à une société que je ne connaissais pas. J'appelais Manon, pas de réponse. Je lui envoyais un SMS. Rien. À la place, je reçus une notification. Elle avait posté une photo, chapeau de soleil, cocktail à la plage, le bras autour d'un autre homme. La légende, reconnaissante d'être avec quelqu'un qui me voit vraiment. Je m'effondrais lourdement sur le sol, le téléphone brillant encore dans ma main. Je n'étais pas en colère, pas encore, juste vidé. En bas, Léonie fredonnait quelque chose de doux et d'ancien. Je descendis à la cuisine et la trouvai près de la fenêtre, se balançant lentement. Elle se tourna vers moi, le regard à nouveau clair, et dit « Tu dois vérifier le tiroir dans le couloir, celui du bas. » Je l'ouvris. À l'intérieur, un dossier, des reçus, des relevés bancaires et un échange d'emails imprimés entre Manon et Bernard. Objet, sécuriser l'architecte. Des phrases comme « trop talentueux pour le perdre »,« trop naïf pour poser des questions et fais-lui sentir qu'il fait partie de la famille ». Je m'agrippais au comptoir pour ne pas tomber. Mon rêve n'avait pas seulement échoué, il avait été utilisé. Et pourtant une partie de moi murmurait « peut-être que je peux arranger ça ». Peut-être si je lui parle. Cette nuit-là, la maison grinça comme si elle pleurait avec moi. Je ne dormis pas. Je ne pouvais pas. Je restais assis dans la cuisine, fixant le dossier que Léonie m'avait donné, les mots tourbillonnant comme des nuages d'orage. Fais-lui signer la licence conjointe sous la SARL familiale. Ne le laisse pas mettre son nom sur les brevets. Joue sur le long terme. Depuis combien de temps cela durait-il ? 5 ans. C'est ce que disaient les dates des emails. Je regardais Léonie, endormie sur le canapé, les mains jointes sous sa joue comme une enfant. Un flacon de pilules se trouvait sur la table d'appoint, à moitié vide, sans étiquette. Je le pris, des vitamines génériques, pas ces médicaments prescrits. Je vérifiai l'armoire où les vrais auraient dû se trouver. Disparu. Il lui avait échangé ses médicaments. Là maintenant hébétée, silencieuse. Oubliable. Elle ouvrit lentement les yeux, me surprenant avec le flacon à la main. « Il ne voulait pas que je me souvienne », dit-elle doucement. « Mais je me souviens. » Sa voix était sèche, cassante comme des feuilles. « Je les ai vus mentir, sur moi, sur toi, sur tout. » Et puis son ton changea, ferme, tranchant. « Mathieu, j'ai fait semblant. La confusion, les oublis. C'était plus sûr de leur faire croire que je disparaissais. Les gens arrêtent de surveiller quand ils pensent que vous êtes déjà parti. » Je ne pouvais plus respirer. Ils parlent autour de moi comme si j'étais un meuble. Mais j'écoute. J'écris des choses. Et j'ai attendu le bon moment. Tu as été le seul à jamais me demander comment j'allais. Le seul qui m'ait vu. Je m'enfonçais dans le fauteuil en face d'elle, les yeux brûlants. Je pensais que Manon m'aimait, murmurai-je. Je pensais que nous construisions quelque chose de réel. Léonie hocha lentement la tête. Elle n'a jamais appris à aimer, pas vraiment. Elle a appris à gagner. C'est ce que son père lui a appris. Il y eut un long silence, avant qu'elle ne glisse la main sous le coussin du canapé et n'en sorte une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des scans de ses dossiers médicaux. Cancer du pancréas stade 4. Quelques semaines à vivre. Je ne voulais pas de traitement, dit-elle. Pas d'eux. Pas si cela signifiait redevenir leur pion. Mais je ne peux pas partir avant d'avoir arrangé ça. Je la fixais, l'incrédulité se transformant en chagrin. Tu vas mourir ? Elle eut un faible sourire. Je vis chaque minute, jusqu'à ce que je ne vive plus. Le lendemain matin, je me réveillais à l'odeur du pain grillé. Léonie était dans la cuisine, préparant du café. 2 sucres, pas de crème, dit-elle. N'est-ce pas comme ça que tu l'aimes ? J'acquiesçais trop abasourdi pour parler. Elle fit glisser une petite boîte en bois sur la table. Ma mère me l'a donnée quand j'ai eu 18 ans.
À l'intérieur, il y a des choses qui comptent, des preuves, des lettres, des documents, le véritable acte de propriété de cette maison. Je l'ouvris avec des doigts tremblants, des photos, des relevés bancaires, un testament notarié daté récemment. Je l'ai changé la semaine dernière, dit-elle. Ils ne vont pas être contents. Ça m'est égal, dis-je, plus pour moi-même que pour elle. Je veux sortir de là. Je veux que tout ça se termine. Elle me regarda, sa voix redevenant un murmure. Alors aide-moi, Mathieu, pas par vengeance, pour la vérité, pour la dignité, pour tout ce qu'ils ont essayé d'effacer. Et pour la première fois depuis que j'avais mis les pieds dans cette maison, je ne me sentis pas impuissant. Je me sentis choisi, pour les bonnes raisons. Et vous, avez-vous déjà réalisé trop tard que quelqu'un ne vous gardait auprès de lui que pour son propre intérêt, pas pour votre cœur? Si vous avez vécu quelque chose de semblable, dites-le moi dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir un peu moins seul en ce moment. Léonie était assise en face de moi, dans sa robe de chambre en jean usée, les mains refermées sur sa tasse, comme si c'était la seule chose chaude qui lui restait au monde. « Je ne veux pas passer mes dernières semaines à prétendre que je n'ai pas vu ce que j'ai vu, » dit-elle, « et je ne veux pas que tu passes les tiennes à penser que tu n'as été qu'une erreur. » Je ne savais pas quoi dire. J'avais bâti toute mon identité sur le fait d'être l'homme qui ne faisait pas de vagues, accommodant, reconnaissant, silencieux. Je ne protestais pas quand Manon prenait des décisions sans moi. Je ne protestais pas quand son frère retouchait mes dessins avant de les soumettre. Je ne demandais pas où allait l'argent, parce que je leur faisais confiance, parce que je pensais que l'amour signifiait la loyauté. Maintenant, je n'étais plus sûr de ce que signifiait l'amour. Léonie plongea la main dans la boîte en bois et en sortit une seule photo. Manon et moi, le jour de notre mariage. « J'ai gardé ça, » dit-elle. « Ah, pas parce que c'était beau, mais parce que j'ai observé tes yeux ce jour-là. Tu y étais vraiment. » Elle laissa le silence s'installer. « Je veux que tu fasses quelque chose pour moi, » dit-elle finalement. « Je veux que tu appelles cet homme. » Elle me glissa une carte de visite, Maître Antoine Dubois, avocat. Il m'a aidé à refaire mon testament. Il sait tout. Je pris la carte mais ne bougeai pas. Elle me regarda droit dans les yeux. « Mathieu, je sais que ce n'est pas toi. Tu n'es pas un homme qui cherche la vengeance, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire la vérité avant que quelqu'un d'autre ne la dise pour toi. » Je fixai le sol, le cœur battant. Je pourrais m'en aller, tout laisser tomber, recommencer ailleurs. Mais alors, je pensais à toutes les nuits où j'avais travaillé jusqu'à minuit sur des projets qui portaient le nom de quelqu'un d'autre. À toutes les fois où je m'étais mordu la langue pendant que Manon me présentait comme quelqu'un qui aide juste avec quelques croquis. Je n'étais plus en colère. J'étais éveillé. « Je ne sais pas si ça marchera, » dis-je. Léonie hocha la tête, calme comme toujours. Mais pour la première fois, je fis une pause, la regardant dans les yeux. « Je veux essayer. » Le lendemain matin, j'appelai Maître Dubois. Il décrocha à la deuxième sonnerie, sa voix calme mais vive. « Léonie a dit que vous appelleriez, dit-il. C'est une femme courageuse, et elle a raison. Vous n'avez pas beaucoup de temps. » À midi, il était à la maison. Costume gris, mallette en cuir, le genre de présence qui rendait même le silence officiel. Nous étalâmes tout sur la table de la salle à manger, email, relevé bancaire, documents de propriété. Maître Dubois examina chaque pièce avec la concentration d'un chirurgien. « C'est suffisant pour faire du bruit, » dit-il enfin. « Mais si vous voulez que ça compte, il nous faut plus, des photos, des dates, un témoin si possible. » C'est alors que Claire frappa à la porte. Je ne l'avais pas vue depuis près d'1 an. La cousine de Manon. Toujours gentille, un peu trop curieuse, jamais vraiment la bienvenue aux réunions de famille. Elle avait apporté des provisions. Dit qu'elle avait entendu dire que Léonie n'allait pas bien. « Je suis venue aider », haussa-t-elle les épaules. Non pas que quelqu'un me l'ait demandé. Léonie rejoua son rôle hébété, yeux doux, paroles confuses. Mais dès que Claire entra dans la cuisine, elle me regarda et murmura « Garde-la près de toi ». Au cours des 2 jours suivants, Claire revint encore et encore. Elle cuisina, nettoya, s'assit avec Léonie. Et petit à petit, je commençai à la laisser entrer. Nous parlâmes tard dans la nuit,
de ce que Manon était devenue, de la façon dont Claire s'était toujours sentie comme une étrangère dans sa propre lignée. « Lou, il n'aime pas, dit-elle. Il joue la comédie. » Elle me regarda alors. « Je pense que tu croyais qu'elle était différente. Mais elle n'a jamais été autre chose que ce qu'ils ont fait d'elle. » Claire m'aida à tout photographier. Le réfrigérateur presque vide, les faux médicaments, le texto de Bernard se vantant d'avoir enfin vidé le compte de l'idiot. Je transmis tout à Maître Dubois. Cette nuit-là, alors que j'étais assis sur le porche à regarder les arbres se balancer sous un ciel lourd de la campagne environnante, Léonie s'assit à côté de moi. « Tu as déjà fait plus que ce à quoi je m'attendais » dit-elle. « Mais nous n'avons pas encore fini. » Non, nous n'avions pas fini, parce qu'une tempête arrivait, une tempête de vérité. Et pour une fois, je ne la fuyais pas. L'offre tomba du ciel. Un email d'une agence de design de Lyon. Quelqu'un avait vu mon ancien projet, le prototype d'éco-village dont Manon s'était autrefois attribué le mérite et voulait en parler. Un sommet d'architecture d'1 semaine, voyage payé, une chance de diriger une initiative d'habitat durable. C'était tout ce que j'avais voulu, avant que tout ne s'effondre. J'en parlais à Claire pendant que nous préparions le café le lendemain matin. « C'est incroyable, » dit-elle, son sourire vacillant. « Tu devrais y aller. » Léonie, depuis la table de la cuisine, leva à peine les yeux de son thé. « Tu peux y aller, » dit-elle doucement. « Mais sache ceci. Certaines personnes n'ont jamais la chance de raconter leur histoire. Je te demande de m'aider à finir la mienne. » Je restais là, pris entre deux futurs. Dans l'un, je récupérais ma carrière, mon nom, peut-être même moi-même. Dans l'autre, je restais pour une femme mourante, dans une maison pleine de fantômes, sans aucune garantie que quiconque nous croirait. Et si c'était ma seule chance de passer à autre chose? Cette nuit-là, je fixai ma vieille valise pendant des heures. Ne la fis pas, ne dormis pas. Le lendemain matin, j'entrai dans la chambre de Léonie et la trouvai regardant le lever du soleil à travers les stores. Elle paraissait plus mince, plus petite. « J'ai peur, admis-je. » Elle sourit doucement. « Bien, ça veut dire que ça t'importe encore. » Puis elle plongea la main dans son tiroir et en sortit un médaillon en or. « Il appartenait à ma mère. Il ne vaut pas grand-chose, mais je veux que tu l'aies. » Je le pris, sentant le poids froid dans ma paume. « C'est aussi ton histoire, Mathieu, » dit-elle. « Ce qu'ils m'ont fait? À toi? Nous méritons qu'on se souvienne de nous pour autre chose que la pire chose que quelqu'un d'autre nous ait faite. » Je ne rappelais pas Lyon. À la place, j'appelais Maître Dubois. « Nous allons jusqu'au bout, » lui dis-je. Pour tout. Il y eut une pause, puis sa réponse calme. « Bien, parce que je viens de recevoir quelque chose et vous allez vouloir le voir. » Mon cœur battait la chamade. Je ne demandais pas quoi. Je dis juste « J'arrive ». Le matin où ils revinrent, la maison devint silencieuse. J'étais à la fenêtre quand je vis le SUV de Manon s'engager dans l'allée de gravier. Bernard était sur le siège passager, sirotant un café au lait comme si c'était un lundi ordinaire. Ils avaient l'air intacts, bronzés, soignés, riants. Claire était à côté de moi. Elle chercha ma main sous la table. Je ne la retirai pas. Léonie, vêtue d'un doux pull lavande et de ses boucles d'oreilles en perles, était assise droite sur sa chaise comme une reine sur son trône. « Que le spectacle commence !» murmura-t-elle. La porte s'ouvrit brusquement. « Eh bien, quelle surprise !» dit Manon, la voix enjouée mais cassante. « Mathieu, je ne savais pas que tu étais encore là. » Je la regardai calmement. « Léonie m'a demandé de rester. » Bernard ricana. « J'espère qu'elle ne t'a pas ennuyé à mourir. » Claire se leva. « Vous devriez vous asseoir. » C'est alors que Maître Dubois sortit du bureau. Manon se figea. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?»« J'exécute les dernières volontés de Léonie, » dit-il, sa voix comme une lame enveloppée de velours. « Elle m'a demandé de vous mettre au courant de quelques affaires juridiques. » Bernard rit, un rire bref et sec. « Vous voulez dire le testament ?» Maître Dubois acquiesça. « Oui, celui qui a été mis à jour, attesté, notarié et, le plus important, déposé. » Il ouvrit sa mallette et posa 2 documents sur la table. « Ceci est le nouveau transfert de propriété du domaine. Et ceci, il tapota la 2e page, est le témoignage signé de Léonie concernant votre négligence, votre exploitation financière et sa mise en danger médical. » La pièce se brisa sous le silence. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»
lança Manon, la voix montant. Vous n'êtes pas sérieux. Elle est malade. Elle est confuse. Je suis juste ici, dit Léonie. Sa voix n'était pas forte, mais elle était claire. Je n'ai jamais été plus consciente de qui vous êtes vraiment. Elle regarda directement Manon. Tu as dilué mes médicaments, tu m'as laissé avec rien d'autre que des vitamines et un mot. Tu as volé Mathieu, vous en avez ri. Bernard s'avança, le visage rouge. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. Maître Dubois le coupa. Nous le pouvons, avec des enregistrements numériques, des vidéos de surveillance, des relevés bancaires et des captures d'écran. Vous avez laissé une trace, monsieur Deschamps. Les yeux de Manon se plissèrent alors qu'elle se tournait vers moi. Tu crois que tu as gagné quelque chose, Mathieu? Tu crois que ça fait de toi un héros? Je secouai la tête. Non, mais ça me rend libre. Claire se tenait à côté de moi, le menton haut, et ça la rend visible. Peut-être pour la première fois depuis longtemps. La bouche de Bernard s'ouvrit, mais il n'avait plus rien à dire. Léonie se leva lentement de sa chaise. Il ne me reste peut-être plus beaucoup de temps, dit-elle. Mais je ne quitterai pas cette terre sans la vérité. Elle se tourna vers moi, m'offrant un sourire fatigué. Tu as tenu ta promesse. J'acquiesçai, la gorge serrée, alors qu'il sortait en trombe, en colère, paniqué, acculé. Je ne me sentis pas triomphant. Je me sentis purifié, comme si la pourriture avait enfin été enlevée. Plus tard cette nuit-là, je m'assis près du lit de Léonie pendant qu'elle se reposait, sa main dans la mienne. Dehors, le tonnerre grondait sur les collines de la campagne environnante. Elle ne dit pas grand-chose, juste une phrase, à peine audible. La justice a un goût de miel. Léonie s'éteignit doucement 3 jours plus tard, sans fanfare, sans famille. Juste moi et Claire dans la pièce, le soleil du matin filtrant à travers des rideaux diaphanes, baignant tout dans un silence chaud et doré. Elle tenait le médaillon quand elle rendit son dernier soupir. Et d'une manière ou d'une autre, elle parut plus jeune à ce moment-là, plus légère. Nous l'enterrâmes sur la colline derrière la ferme, à côté d'un olivier qu'elle avait planté enfant, exactement comme elle l'avait demandé. Pas de discours, pas de fleurs chères, juste le silence et le ciel. Dans les semaines qui suivirent, je triais ses affaires, vieilles lettres, photographies délavées, carnets remplis d'une écriture minuscule et méticuleuse. Elle avait tout écrit. Sa douleur, ses doutes, ses espoirs. Et quelque part dans ces pages, je retrouvais des morceaux de moi-même. Je quittais la maison d'amis. Claire m'aida à installer un minuscule atelier en ville. Je mis enfin mon nom sur une porte. Pas Deschamps, pas caché. Juste moi. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais je sais ceci. L'amour n'est pas silencieux parce qu'il a peur. Il est silencieux parce qu'il écoute. Et la vérité ne rugit pas toujours. Parfois, elle murmure juste assez fort pour que la bonne personne l'entende. Le murmure de Léonie a changé ma vie. Et je pense que peut-être, juste peut-être, la mienne a aussi changé la sienne. Peut-être avez-vous vécu cela aussi, faire confiance si profondément à quelqu'un, pour découvrir que vous n'étiez qu'une commodité dans son histoire. Mais voici ce que j'ai appris. Même lorsque tout s'effondre, même lorsque les personnes sur lesquelles vous comptiez se révèlent être des étrangers, cela ne fait pas de vous l'idiot, cela vous rend humain. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de rester immobile, de regarder les décombres et de choisir non pas de vous en aller, mais de reconstruire de vos propres mains. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, dites-le moi. Votre voix pourrait être l'écho dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver son chemin. Laissez un like si vous croyez que la vérité trouve toujours son chemin. Et si vous avez déjà dû recommencer à zéro avec rien d'autre que votre nom, abonnez-vous. Nous avons d'autres histoires à raconter, et peut-être que l'une d'elles est la vôtre.